Bonjour à tous et à toutes et encore merci de me suivre sur la chaîne de Gasoline Auto. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale qui va sortir, on va dire, du commun des vidéos de Gasoline Auto. On va chez un constructeur de véhicules électriques nommé Swincar. Alors Swincar, c'est quoi? Swincar, c'est tout simplement un constructeur de véhicules électriques, mais un constructeur bien particulier quand même. Vous allez voir un petit peu, il a une technologie de construction de ces véhicules qui n'est pas commune, et quand je l'ai vu la première fois, honnêtement, ça a suscité chez moi beaucoup de curiosité. C'est pour ça que j'ai pensé à vous emmener avec moi aujourd'hui chez Swincar pour voir un petit peu qu'est-ce que le Swincar et pourquoi le Swincar. On est parti. Il y en a quelques-uns aussi. Bon, là, il y a un peu l'histoire, hein, mais ça, vous l'aviez vu, je crois, déjà. Il y a des vieilles machines, c'est un petit peu l'historique. Alors ça, c'était les premiers concept cars, on va dire, de chez Swincar. Chacun, ça, c'est par exemple celui-là. Ça, c'est une étape très très importante, puisque c'est tout le principe pendulaire, il est là-dedans. Après, il y a eu, ça c'était le premier motorisé, ça a été le premier suspendu et avec qui nous a fait découvrir les capacités en tout terrain, parce qu'au départ c'était pas du tout pour faire du tout terrain. C'était prévu pourquoi donc au départ C'était prévu, ça par exemple, c'est pour des applications automobiles, c'est-à-dire si on a un 4 roues qui s'incline tout seul dans les virages, on a à la fois les avantages du 2 roues et du 4 roues. C'est-à-dire le 2 roues, des roues très très fines, très légères, une trajectoire très fluide comme un vélo de course, et un 4 roues, on ne tombe pas. Gros avantage du 4 roues, on ne tombe pas. Mais quand on prend un virage, il va s'incliner de lui-même vers l'intérieur du virage. On a donc les mêmes sensations qu'une moto, mais sur 4 roues en gros. C'est pas tout à fait ça encore. La 4 roues, la moto, c'est votre cerveau qui fait le travail d'équilibre. Alors que là, c'est le poids du corps. Là, c'est l'équilibre, il se fait de lui-même. D'accord. C'est comme si je prenais prenons, je sais pas, un manche à balai, je sais pas, un bout de ferraille, n'importe lequel. Je prends un bout de tube, ou un bout de fiche filetée. Un vélo ou une moto, c'est ça. Vous êtes sans arrêt en train de chercher votre équilibre. Vous ne vous rendez pas compte parce que votre cerveau il travaille à toute vitesse et vous êtes habitué à le faire. Un véhicule pendulaire, c'est ça. L'équilibre, il revient tout seul au neutre. D'accord. D'un côté, il y a un équilibre stable, de l'autre côté, il y a un équilibre instable. Et là, ça réclame vraiment un travail du cerveau. Alors que là, j'ai plus de cerveau, ça marche quand même. L'avantage aussi, c'est qu'avec ces véhicules-là, par exemple, une personne qui n'a plus la mobilité de ses jambes peut s'en servir. C'est autre chose. Ça, c'est le concept général pendulaire, qui n'était pas spécialement destiné à faire du tout-terrain, qui était même plutôt destiné à la route ou à la ville. Ça permettait de faire quelque chose de beaucoup plus léger qu'une voiture. Aujourd'hui, vous avez une voiture, n'importe quelle voiture, votre Clio, quand vous êtes dans un rond-point, vous prenez une accélération latérale de 0,5 G à peu près, si vous roulez un petit peu fort. Il va falloir, si elle pèse 1,2 tonne par exemple, il y a 600 kg de force latérale dans la roue, dans les pneus, dans tout ça. C'est énorme. C'est pour ça que les roues sont énormes, que les pneus sont énormes. Quand vous avez un vélo de course, vous prenez 0,5 G dans un virage, vous avez un pneu qui est fin comme le doigt, et vous ne cassez jamais un rayon, parce qu'il n'y a aucune force de torsion dans les composants. Alors que sur une voiture, une partie du poids de la voiture est due au fait qu'elle travaille en fait très mal, parce qu'il y a beaucoup de force de torsion dans les pneus, dans les roues, dans les suspensions, dans la caisse, etc. Et c'est pour ça qu'un 2 roues est beaucoup plus léger. Donc concilier les avantages du 2 roues et du 4 roues. Après, l'application était orientée vers le tout-terrain, parce que l'industrie automobile, c'est pas quelque chose qui est facile à faire bouger. Donc, comme la machine est capable de s'incliner dans les virages, mais elle est aussi capable de corriger les dévers. Si je prends par exemple celui-là, ou celui-là, je monte dans une pente, enfin je traverse une pente, il va se mettre dans la pente,
et le siège va rester horizontal. Donc ça permet de faire du franchissement. Ça c'est pareil si je fais sur celle-là. Hein, elle est pendulaire et revient en neutre toujours. Si je la mets dans la pente, si je la soulève, je vais se mettre dans la pente, la nacelle reste horizontale. C'est un DAU. C'est un DAU. Et à partir du moment où c'est un DAU, on peut faire du tout-terrain. Alors l'un des premiers tout-terrain, c'était ça. Ça c'était mixte, route tout-terrain. Il y avait des moteurs électriques dans le châssis, des transmissions en roue arrière, une nacelle rouge pendulaire, un châssis fixe et 4 roues directrices. Bon, là déjà c'était une étape importante, mais on a voulu aller plus loin en tout-terrain en rendant la machine capable de faire du croisement de pont. Ça c'est un démonstrateur qui permet ça, le croisement de pont. C'est-à-dire si je soulève une roue, les 3 autres restent seuls. D'où un petit peu le nom de l'araignée, quoi, Ouais, du e-speeder. C'est ça. Alors après, ce principe, bah, il a été appliqué à des protos. Celui-là, par exemple. Là, c'est un proto qui a été construit. On a eu 3 exemplaires comme ça pour faire les essais. Et là, on a tout. On a les moteurs dans les roues, les 4 roues motrices, les 4 roues directrices, la correction du croisement de pont, la correction du dévers. On a le Spider, voilà. Après, c'est décliné avec d'autres fabrications. Ça, c'était les premières machines à être commercialisées en aluminium, alors que les protos étaient en inox. Et elles ont toutes une particularité, que ce soit celle de cette époque ou maintenant. Toutes les commandes sont au volant. Et c'est ça qui permet à des personnes handicapées de les conduire. D'accord. Et pourquoi le choix de l'alu par rapport à l'inox? Parce que vous parliez que vos prototypes étaient en inox. C'est pas lié. C'est pas... Pour une question de coût de fabrication? Non, même pas. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux matières. Là, on a le principe, par exemple, de machines qui sont entièrement en alu. Celle-là, par exemple, entièrement en alu. Il y a 0 soudure. Bon, ça peut être un avantage d'avoir 0 soudure. Par exemple, les bras, c'est des pièces de fonderie d'aluminium. Les traverses, c'est aussi de la fonderie d'aluminium. Donc ça fait des pièces monoblocs qui sont qu'on peut dessiner comme on veut, qui sont sculptées en quelque sorte. Et l'avantage qu'il n'y ait pas de soudure, c'est qu'il n'y a éventuellement pas de point de faiblesse. Oui, mais c'est un avantage et un inconvénient. On peut très bien imaginer la même machine construite entièrement en mécano-soudure d'acier. Hein. C'est pas une obligation. D'accord. Alors le pourquoi des tubes carrés? Le tube carré, il permet d'avoir une nacelle qui comporte 2 parois à l'intérieur desquelles on peut glisser toute l'électricité. C'est-à-dire là-dedans, il y a les contrôleurs électroniques, il y a la batterie, il y a le BMS qui gère la batterie, il y a des relais, il y a tout un attirail électrique et électronique qui est complètement dissimulé entre les 2 parois qui prennent en sandwich le châssis. Le châssis étant cette nacelle en tube d'acier. Tube d'alu, pardon. Et donc, les batteries, c'est quel type de batterie que vous avez sur ces véhicules? C'est des batteries lithium. C'est une chimie de batterie lithium qui n'est pas la plus courante. C'est des lithium fer phosphate. Lithium fer phosphate, c'est une chimie qui est un petit peu plus lourde que le lithium-ion habituel, mais par contre qui est beaucoup plus durable. Elle dure 2 fois et demi plus longtemps. En nombre de cycles charge-décharge, on peut faire 2000-2500 cycles charge-décharge. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait aujourd'hui. Ça, c'est pas forcément figé sur l'avenir, mais ça sera toujours du lithium-ion. Hein, il est hors de question de faire des batteries au plomb qui vont se vider en une demi-heure. Là, on a une demi-journée d'autonomie. Et question, toujours au sujet de ces batteries, il y a une location de batterie, il y a un entretien aussi à y apporter. Comment est-ce que ça se recharge? La batterie, elle se recharge très simplement sur le secteur avec un chargeur qui est externe, hein, qui n'est pas sur la machine. Ce chargeur, d'un côté, il a une prise qu'on branche sur le véhicule, de l'autre côté, une prise qu'on branche en monophasé, en 220. Sur une prise ordinaire en 220. Sur la machine, c'est simplement ça. Clac. D'accord. Hein, et de l'autre côté, sur le derrière, secteur, ensuite de ça, vous mettez sur le secteur. Et là, ça va mettre, si la batterie est complètement vide, environ 3 heures à charger. D'accord. Vous savez le prix du coût de la charge, ça a été calculé? Vous avez une idée? 1 demi-euro.
Un demi-euro. 50 centimes d'euros. 50 centimes d'euros pour une capacité kilométrique Pour une capacité en autonomie. en kilowattheure, c'est 5 kWh. Et en autonomie, c'est 4 heures d'autonomie en randonnée. Donc 4 heures pour 50 centimes d'euros. Ouais. Le budget recharge de batterie, il est négligeable. C'est sûrement le budget le plus négligeable qui soit. Il est plus faible que je sais pas quoi, que les chambres à air ou que l'usure des pneus ou que c'est un budget négligeable. Au niveau entretien, il y a un entretien spécial à y apporter sur ce véhicule? Il n'y a rien de spécial, on recharge la batterie, mais on est libre de la recharger quand elle est à moitié déchargée, hein, c'est pas du tout pénalisant. On la recharge le temps nécessaire. On vérifie la pression des pneus, on vérifie que tout marche bien, c'est-à-dire que la machine elle est capable de penduler librement. Sa nacelle pendule librement, les roues sont libres. On vérifie que la direction fonctionne bien. Puis quand on a vérifié tout ça, on est prêt à partir. Hein. Et Ça fait 10 secondes. donc il n'y a pas de préconisation d'entretien annuel Non, avec... il n'y a pas d'entretien parce qu'il n'y a pas de graissage, il n'y a pas de transmission. Or l'entretien dans une voiture, c'est quoi? Ou une moto. Une moto, c'est encore un meilleur exemple. Il y a la chaîne, il faut la graisser, il faut vérifier la tension, il faut la régler. Il y a un filtre à air, il y a un filtre à huile, il y a des vidanges. Il n'y a rien de tout ça là, moteur électrique. Parce que comme vous prenez les Zoé ou les autres véhicules comme les Leaf aussi de chez Nissan, on est à 15 000 km ou 1 an pour les préconisations d'entretien, alors que ce sont aussi des véhicules électriques. Mais là, bien entendu, il faut contrôler le liquide de refroidissement, tout ça. Alors que là, sur ce véhicule-là, le Swing Car, on n'a pas tout ça. Il y a des petites choses qui sont classiques, par exemple les freins, c'est des freins hydrauliques. Il y a donc un mètre-cylindre, des flexibles et des étriers et des disques. Ça c'est classique, c'est-à-dire que si un jour il y a une perte de niveau, il faut compléter le niveau, c'est tout. Et c'est bon, ça c'est en principe jamais quoi. Et le liquide de frein, c'est un liquide de frein de quelle catégorie? C'est du DOT 4, du DOT 5? C'est du DOT 4, oui, c'est complètement standard. Là on n'invente rien dans ces domaines-là. Les disques de frein, c'est des disques qui sont très répandus sur des petits quads ou des motos. Les étriers, c'est pareil. Donc ce qui est standard, surtout, on ne le réinvente pas. On a suffisamment de choses originales pour ne pas réinventer ce qui est standard. Non, par contre, ce qui est original, c'est les moteurs roues. Hein, là-dedans, il y a quand même 1000 watts de puissance nominale. Alors, l'électricité, on compte en puissance nominale, mais si on mesurait la puissance extrême, ce serait 3 fois plus. Sur un démarrage en côte un peu brutal, on va avoir 3 kW par roue, ça fait 4 chevaux et demi. Vous multipliez par 4, 18 chevaux. 18 chevaux, c'est une moto de trial. Bien sûr. Très puissant. Et au niveau vitesse de pointe? 30 à l'heure. 30 à l'heure, on veut rester relativement lent pour avoir, avec la puissance dont on dispose, énormément de couple et énormément de capacité de franchissement. L'objectif, c'est de faire du tout-terrain, c'est pas du tout de faire de la vitesse. Donc c'est plus une machine on va dire de trial. Mais en rando, 30 à l'heure sur un chemin un peu défoncé, ça va déjà très vite. Hein. Et question assurance. C'est assuré comme un quad en fait. Au début, les assureurs étaient un peu perplexes parce qu'ils cherchent toujours à se rattacher à des choses qu'ils connaissent. À partir du moment où on leur donne une vitesse, un poids, une puissance, bon, ils vont se rapprocher de ce qu'ils connaissent déjà sur le quad, des buggy, etc. Donc les premiers débrousaillaient le terrain, et puis quand nos premiers clients ont été assurés, on a renvoyé les clients suivants auprès des assureurs ou des courtiers pour qu'ils se fassent assurer chez eux. Donc ça, c'était un petit rodage au départ, mais ça pose pas de problème. Donc on est bien d'accord, hein, il y a une carte grise sur ce véhicule, avec bien entendu un type mine, un certificat de conformité pour élaborer la première carte grise, parce que ce sont des véhicules neufs et pas d'occasion. Et puis ensuite de ça, au niveau donc de la puissance fiscale, on est à combien là-dessus? Je vais vous surprendre, je suis incapable de vous le dire, je ne me rappelle plus. Donc, moi je vais répondre à la question que j'ai posée à M. Rambaud, parce que c'est moi qui lui matricule ces véhicules quasiment depuis que vous avez créé la commercialisation du Swing Car. Et c'est un cheval fiscal. Donc, tout dépend en fait de la région où est-ce que vous êtes. Si vous êtes en Rhône-Alpes, vous allez payer 2,76 €.
de carte grise, parce que tout simplement ce sont des véhicules électriques, donc vous ne payerez que les frais administratifs au niveau de l'envoi de la carte grise. Par contre, si vous êtes dans une autre région, il se peut que la région ne prenne que 50% de la carte grise, du montant de la carte grise, que vous ayez donc 50% de votre poche plus les frais d'envoi de la carte grise, ou sinon éventuellement, tout simplement, le prix d'un cheval fiscal. Voilà, au niveau immatriculation, je peux vous en parler parce que ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans qu'on fait ça ensemble. Et honnêtement, ça passe nickel avec la NTS. Les dossiers sont faits en temps et en heure. Et on va pas se mentir, au niveau temps d'immatriculation, de validité du dossier, on est en moyenne à 15 jours. C'est quoi exactement comme moteur électrique que vous avez dessus? Alors, c'est un moteur triphasé brushless. Et brushless, c'est sans balai. Donc, il n'y a pas de pièce d'usure dans le moteur. Ça, c'est très important. Très important. On parlait tout à l'heure de l'entretien. Il n'y a pas de balai, il n'y a pas de ce qu'on appelait dans le temps les charbons. Oui, bien sûr. Ancien moteur électrique, ça n'existe plus. C'est ce qu'on appelle les moteurs à effet Hall. Alors, il y a des petits capteurs qui mesurent l'angle de rotation des moteurs, qui vont déterminer à quel moment le courant doit être envoyé. C'est ça qui fait le couple d'avancement du moteur. Ces moteurs, ils sont gérés par des contrôleurs, c'est des petits boîtiers électroniques qui sont placés dans la nacelle de la machine. D'accord. D'ailleurs, on a des petits voyants qui permettent de vérifier quand il y a le contact, s'il y a une diode verte ou rouge. Ces petits voyants là, d'accord. Voilà, ça permet de contrôler s'il y avait un problème, d'où viendrait le problème. Voilà. Ces moteurs, en plus, ils sont étanches, donc on peut rouler dans l'eau avec les moteurs, ça pose pas de problème. Donc on peut éventuellement faire du swing car sous la pluie sans aucun problème. Ah oui, non, c'est pas. Ce qu'on veut pas, c'est que les gens immergent la machine, par exemple, sur un passage à gué. On veut pas que la nacelle qui contient la batterie et l'électronique de la batterie soit immergée. Parce que on est un petit peu dans la même logique que dans l'automobile. L'eau peut rentrer, ça pose pas de problème, mais il faut qu'elle puisse ressortir. Donc le plancher, il est percé pour que s'il y a une eau qui rentre accidentellement, ou même de l'eau de condensation, elle puisse ressortir. Si on est immergé, forcément, l'eau, elle va rentrer par ses trous d'évacuation. Là, c'est pas recommandé. Mais bon, on a de quoi faire, puisqu'on a presque 30 cm de garde au sol. Avant d'immerger la nacelle, il faut mettre de la bonne volonté. Bien sûr. Et les moteurs, du coup, c'est vous qui les fabriquez ou vous avez un fournisseur? On a un fabricant qui on a repéré, on a sourcé, comme on dit, qui faisait quelque chose qui ressemblait à ce qu'on voulait, mais qui n'avait pas le bon rapport couple-vitesse. Il faisait des moteurs qui, pour nous, allaient trop vite et n'avaient pas assez de couple. Donc on lui a demandé de reconcevoir le moteur pour qu'il ait plus de couple et moins de vitesse, au lieu par exemple de 50 à l'heure, seulement 30 à l'heure, mais beaucoup plus de couple pour avoir des capacités de franchissement. Et il nous a dit, on peut le faire, il faut modifier le bobinage, on vous fait un bobinage spécial. Ce bobinage spécial, il va être plus volumineux que celui qu'on fait habituellement. Ça va réclamer de refaire des carters de moteur en fonderie d'aluminium. Est-ce que vous êtes d'accord pour payer le moule? On a payé le moule, et c'est comme ça que ça a démarré. Alors du coup, les moteurs sont badgés Swingcar, puisque on les a développés avec le fabricant. Voilà. D'accord. Et une autre question, au niveau donc de la garantie sur ces véhicules-là, que ce sont des véhicules neufs, ils sont forcément garantis. Vous avez combien Oui, alors on a 2 ans de garantie? On a 2 ans de garantie. Sauf il y a des exclusions comme dans toutes les garanties, tout ce qui est accidentel, ce qui est pièces d'usure. Par exemple, les pneus ne sont pas garantis. Les amortisseurs, s'il y a un défaut de fabrication, ils sont garantis. Si c'est seulement de l'usure, c'est pas garanti. Voilà, mais c'est classique, ça c'est comme pratiquement tous les engins, en Europe du moins. En Europe, on a l'obligation d'être garanti 2 ans maintenant. Bien sûr, mais certains constructeurs donnent 2 ans de garantie, ou voire plus, mais ils mettent aussi un kilométrage. Est-ce que vous avez un nombre d'heures auquel vous mettez, par exemple... Oui, alors, ça limite oui, vous avez raison, ça limite un petit peu. Pour un particulier, ce nombre d'heures, il sera en général pas atteint, mais on met une limite en nombre d'heures pour les professionnels qui font de la location. On se permet de le faire parce que quand on regarde ce qui se passe par exemple dans le quad thermique, là il y a carrément des grandes marques qui excluent la garantie quand il y a un usage professionnel. Alors on trouve que c'est un peu raide quand même. Nous on a trouvé un moyen terme. On dit aux loueurs professionnels, vous êtes garantis, mais jusqu'à un nombre d'heures. De mémoire, je crois que c'est 250 heures. En tout terrain, c'est déjà beaucoup.
ça pénalise pas du tout la durée de garantie d'un particulier, ça la réduit un petit peu chez un professionnel, mais c'est beaucoup mieux que rien. Et rien, c'est grosso modo ce qu'ils ont avec les quads thermiques, y compris des très grandes marques. D'accord. Et donc vous nous dites que vous avez des professionnels aussi qui louent ces véhicules pour vous. Oui. C'est des gens qui font de la location de loisirs, donc ils partent en randonnée avec un parc de machines, toujours avec un moniteur qui fait l'encadrement. En général, ils sont 4, 5, 6, voire 7 véhicules, y compris celui du moniteur. Et ils partent en randonnée pendant 1 heure, 2 heures, une demi-journée avec cet encadrement. On y tient beaucoup, et eux aussi d'ailleurs. C'est finalement un petit peu comme en quad, en skidoo, en jet ski. C'est quand même des machines qui ne peuvent pas être lâchées dans la nature sans aucun contrôle. Bien sûr. C'est une question à la fois de sécurité des personnes, aussi de sécurité des machines. Il faut qu'il y ait un encadrement. Et ces professionnels, ils sont propriétaires des véhicules ou c'est vous qui êtes ils sont propriétaire des propriétaires. véhicules? Non, c'est eux qui sont propriétaires. Vous n'avez pas de véhicule comme ça que vous proposez à la location? On ne fait pas de location. Ce qui peut arriver, c'est qu'on ait des clients professionnels qui bénéficient d'un leasing longue durée auprès d'un organisme de crédit. D'accord. Donc le propriétaire du parc, c'est l'organisme de leasing, et eux, ils sont loueurs auprès de cet organisme. Et nous, on est vendeurs à l'organisme de crédit. Mais le matériel ne nous appartient plus. Comment on fabrique des cartes? Alors, on les fabrique dans une usine. En fait, on a un sous-traitant, c'est un prestataire qui fait de l'assemblage à partir des pièces qu'on achète. Il a formé du personnel qui assemble les machines par petite série, c'est pas de la grande série comme les voitures. Ces machines sont assemblées sur la partie mécanique, ensuite sur la partie électrique. Ensuite, elles sont essayées sur un terrain de motocross pour vérifier que tout marche bien et qu'elles franchissent bien les obstacles et qu'il n'y a pas de problème. Après, on est obligé de les nettoyer un peu avant de les remettre au client. Et le client vient ensuite la chercher ou on lui livre. Donc là, on va pas tarder à partir à l'essai. Oui, donc en fait, c'est exactement un peu comme un vélo, quoi. Voilà, le volant est un volant qui n'est pas rond volontairement. Au début, on avait des volants ronds, mais ça présente un défaut des volants ronds quand on a les commandes au volant. C'est que les gens ont des habitudes de voiture, étaient tentés de déplacer les mains sur le volant. Et forcément, s'ils déplacent les mains, ils n'ont plus les commandes. Donc là, on impose finalement la position des mains à 9h15 et on freine avec la main gauche pour le frein avant, la main droite pour le frein arrière, comme un vélo, et on accélère avec le pouce droit. Donc tout se fait avec les mains, la totalité des commandes se fait avec les mains. Donc une personne qui a plus l'usage des jambes peut la conduire de la même manière. Donc ça c'est la version, on va dire, standard des commandes. Les handicaps plus lourds, par exemple des personnes qui sont tétraplégiques, qui n'ont plus la liberté de serrer les leviers de frein, elles glissent leurs mains dans des fourches et elles font simplement pivoter vers l'avant ou vers l'arrière ces poignets pour accélérer vers l'avant ou pour freiner vers l'arrière. Et elles tournent le volant classiquement, parce qu'en général elles ont gardé quand même un peu de force dans les épaules. Et on peut aussi avoir une direction assistée si les gens ont très peu de force, donc ils conduisent avec une assistance qui rend la direction très très douce. Et puis dernière possibilité, on peut le voir à côté, c'est une commande par joystick. Commande par joystick, donc on a le bras qui repose sur un accoudoir et on conduit avec le bout des doigts. Ça demande un petit peu plus de doigté d'habitude. Une direction, marche avant, marche arrière. Et quand on change de sens, on a un petit sifflement. Vous voyez, là je pars en marche arrière, j'appuie, il va faire un petit sifflement, je vais changer de vitesse. Si je lâche tout, le frein automatiquement va se serrer. Si je coupe le contact, il va se serrer encore plus. C'est une sécurité, là la machine ne peut plus bouger. C'est conçu pour que, avec très très peu de mobilité dans une main, on arrive à conduire, mais aussi pour qu'en cas de panique ou quoi que ce soit, quand on lâche tout,
on est assuré que les roues reviennent en position droite et que la machine s'arrête, est freinée. Donc, c'est très sécurisant finalement à conduire. Par contre, ça réclame beaucoup de douceur dans la conduite. On pourra rouler avec. Hein, on l'a limité en vitesse à 15 à l'heure pour être raisonnable.